les tenants de ce gouvernement ils ont pas fait de cadeau, hein, parce que carrément Vincent Peillon, bah, on voit bien qu'il s'attaque à vous sans vous nommer, mais à l'Assemblée nationale, voilà, en vous traitant d'extrême droite. Pourquoi il vous traite d'extrême droite? C'est quoi ces liens? Parce que vous êtes, on va dire, vous êtes ami avec Alain Soral, c'est ça? Vous avez fait des conférences avec lui? Là, il s'agit d'une histoire absolument ridicule, ridicule du point de vue du pouvoir, qui est une instrumentalisation de quelque chose dont il porte l'entière responsabilité. Je parle du Parti socialiste. Je ne vais pas ici dire ce que je pense d'Alain Soral. Ou plutôt, si je devais le dire en un mot, je dirais que c'est quelqu'un qui a créé un espace dans lequel des gens venus d'horizons extrêmement divers ont pu se rencontrer, se connaître et débattre ensemble. Ça, c'est la première chose qui m'est apparue, notamment lorsqu'on connaît égalité et réconciliation à la base, dans les différentes villes où ils ont des antennes. On est absolument frappé par le fait que égalité et réconciliation rassemblent des gens, le plus souvent, qui proviennent de la gauche et de l'extrême gauche. Alors qu'on prétend qu'il s'agit d'une organisation nazie et extrémiste de droite. Moi, j'ai eu l'occasion, dans un contexte dont je vous parlerai dans peu de minutes, là, de rencontrer les adhérents et les membres et les responsables d'égalité et réconciliation dans différentes villes de France. Et ce que j'ai vu, c'est ce dont je viens de vous parler. Ce sont des gens qui ont fait une expérience politique ou pas d'ailleurs. Mais pour ceux qui ont fait une expérience politique, ils l'ont fait le plus souvent à gauche. Alors, pour en revenir à mon cas, parce que je pense que c'est mon cas qui importe aujourd'hui dans le combat qui se mène pour sauver les enfants de cette monstruosité qui est la théorie du genre masqué, parce qu'on va l'appeler comme ça. La théorie du genre aujourd'hui, c'est Zorro. Hein. Et encore que Zorro, c'est une notion, un modèle positif. Je dirais moi plutôt que, pour employer un terme bien net, c'est Satan. Comme ça, il pense que je suis d'extrême droite et moi je pense que j'ai affaire à Satan. Je pense qu'il est beaucoup plus grave d'avoir affaire à Satan que d'avoir affaire à l'extrême droite. Parce que avec l'extrême droite, on peut encore changer d'avis. Avec Satan, je pense que c'est tout à fait irréversible et irrémédiable. Bon, enfin, pour quitter cette plaisanterie, je dirais simplement que nous avons affaire à une situation aujourd'hui où l'accusation d'extrême droite en ce qui me concerne ne peut évidemment pas tenir la route. C'est le comble du ridicule. Je suis la fille d'un Algérien anciennement colonisé qui m'a appris que la politicienne du monde dans lequel il se trouvait déjà lui à l'époque où j'étais enfant ne valait pas la peine d'être connue dans le sens de s'y engager. Ce qui paraissait important à mon père, c'était Dieu et la religion, qu'il m'a transmis finalement, mais que j'ai reçu en moi bien après qu'il me l'ait transmis. C'est-à-dire que je suis passée par une période d'athéisme qui a été très prononcée à l'adolescence et que j'ai menée dans ma vie jusqu'à son terme, parce que j'ai poussé jusqu'au bout tous les raisonnements et toute l'idéologie de l'athéisme acquis du pays dans lequel je me trouvais, n'est-ce pas? Et dans cette période où j'étais athée, j'ai intégré une organisation politique et ça a été la seule fois de ma vie. C'est le Parti communiste et les jeunesses communistes en particulier, parce que j'ai été une jeune communiste à 17 ans et j'ai dû le rester jusqu'à 20-21 ans. Et j'ai été communiste, je vous le répète, à un moment donné dans ma vie où je ne croyais pas en Dieu et où j'étais en rupture, comme les adolescents modernes le sont maintenant, avec la tradition familiale. Puis j'ai quitté le Parti communiste lorsque, s'associant dans un programme commun de la gauche, il trahissait ce qui me paraissait être les intérêts du peuple national, avec l'immigration comprise dedans, et aussi trahison de questions internationales. Donc j'ai quitté la politique, et c'est la première étape de ma vie de jeune adulte où j'ai considéré que mon père avait raison. Après, évidemment, une adolescence où je lui avais donné tort sur toute la ligne. Bien, je me suis attachée à faire
des recherches quant à mon identité. Parce que j'avais été élevée par deux systèmes de référence finalement. Le système de référence de l'école, républicaine, laïque, et élevée par un homme qui était mon père et qui était musulman. Donc j'ai été confrontée à cette impossibilité de me déterminer de manière stable et définitive en adoptant un système ou un autre. Enfin un système, oui, une identité. Et j'ai à ce moment-là commencé une existence d'artiste, on va dire, hein, pour employer de grands mots. J'ai fait des films et j'ai écrit un livre. Et ces films et ce livre ont été l'occasion pour moi de tenter de me définir et d'apporter cette définition de manière esthétique à d'autres que moi-même, qui pouvaient être mes lecteurs ou mes spectateurs. Puisque dans mes films comme dans mes livres, j'ai traité justement de la problématique qui m'avait été imposée par l'histoire, due à la colonisation de l'Algérie par la France, et qui faisait que, né sur le territoire hexagonal français, pas après l'indépendance, pendant les années de la guerre, après l'indépendance, et ayant grandi dans ce pays, je n'arrivais pas à effectivement, non pas savoir qui j'étais, parce que je pense que je savais qui j'étais, mais à accepter ce que j'étais. C'est pas du tout pareil. Vous voyez? Il y a un problème d'acceptation, et je peux vous dire que j'ai traversé de nombreuses années après l'adolescence où j'ai pas du tout accepté d'être française. Je ne voulais pas accepter cette identité parce qu'elle m'avait semblé provenir d'une domination, enfin elle provenait d'une domination qu'avait été la colonisation. C'est pas que ça m'avait semblé, ça provenait de cette histoire-là. Et cette histoire-là pour moi est évidemment, en souvenir de mon père et de mon grand-père, une histoire qui était inadmissible pour moi. Inadmissible à un point tel que ça m'en faisait souffrir, mais réellement. Vous voyez? Donc, à cette époque, ce qu'on appelait l'extrême droite, c'était ma bête noire. J'ai été élevée par moi-même et dans le milieu scolaire et universitaire dans lequel je trouvais, dans les milieux militants, élevée vraiment dans l'hostilité de ce qu'on appelle l'extrême droite. Sans que pourtant jamais je ne rencontre quiconque de ce milieu politique-là. Jamais. C'est justement un réflexe, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que j'ai acquis un réflexe de secte. Voilà. Et vraiment, je haïssais l'extrême droite comme je croyais que tout le monde haïssait l'extrême droite. Puisque l'extrême droite, c'était l'incarnation du mal sur la terre. Et j'ai vécu dans cette haine de l'extrême droite jusqu'à la fin de Convergence 1984. Puisque lorsque je me suis inscrite dans le mouvement Beurre et que j'ai lancé Convergence 84 un an après la marche, j'étais encore, malgré le fait que je n'appartenais à aucune organisation politique, j'étais encore quelqu'un de gauche. J'en avais l'identité intérieure. Même si cette identité intérieure était quand même contrariée par une quête spirituelle qui s'amorçait et qui me montrait que la modernité, finalement, n'était pas le chemin dans lequel je me réaliserais. Et qu'il vaudrait mieux que je m'intéresse justement à ce qui avait été l'identité profonde de mon père. Vous voyez? Bien, j'ai grandi, j'ai eu des enfants, je n'ai jamais appartenu à aucune organisation politique. Et je vais même vous avouer, ce qui pourra choquer peut-être du monde qui me regarde, c'est que je n'ai même jamais voté. Et je n'ai jamais participé à de campagne électorale pour un candidat ou pour un autre. Parce que justement cette quête identitaire qui me ramenait à des considérations où il me paraissait important de relier en moi le ciel et la terre, cette quête me montrait que dans la politique électoraliste par exemple, ou dans le parlementarisme, ou dans la politique politicienne, quel que soit le terme qu'on utilise pour la caractériser, cette quête allait être brisée, alors que c'est au bout de cette quête que je voulais aller. Donc,
dès l'âge de 21 ans, et j'en ai aujourd'hui bientôt 56, je ne me suis jamais intéressée à la politique. Et lorsque j'ai été blacklistée à cause de mon discours de Convergence 84, donc en 1984 au début décembre, j'ai su que la politique n'était pas pour moi, puisque je n'étais pas capable, comme dirait mon frère, de fermer ta gueule. D'une part, et que je ne suis pas non plus capable de faire des concessions sur les principes. Je le tiens de mon père, cela, ce caractère-là. Je le tiens de mon père, vous voyez, je parle beaucoup de lui, hein. Que Dieu ait son âme. Et donc, je suis quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé finalement à la politique. Ce n'est pas cette expérience de communiste que j'ai menée à la sortie de l'adolescence qui peut aujourd'hui définitivement me fixer dans un intérêt politicien de quelque nature qu'il soit. Et figurez-vous même que après Convergence 84, donc après les années beurre, qui pour moi se sont terminées en 89, lorsque j'ai abandonné mon poste de secrétaire général de Radio Beurre, parce que, encore une fois, le Parti Socialiste y avait essayé une OPA pour nous dégager de là et qu'il l'avait emporté, je ne me suis même pas intéressée à la presse. Je suis quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique politicienne, qui ne s'est pas intéressé dès lors à la politique politicienne, et je ne me suis pas davantage intéressée aux journaux. Je ne lisais plus les journaux. Moi, je n'ai pas lu Le Monde, ça fait peut-être 30 ans. Quand je vous dis lire Le Monde, c'est-à-dire le prendre effectivement de manière régulière dans ma vie pour en prendre connaissance. Pour Libération, c'est la même chose. Pour toutes les revues qui sont vendues aujourd'hui dans un kiosque, je ne pourrais même pas vous en donner les titres, alors que j'étais incollable lorsque j'avais 20 ans, sur les titres qui pouvaient exister dans les médias écrits en particulier, puisqu'à l'époque nous lisions beaucoup, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc la presse ne m'intéresse plus depuis 30 ans, la politique ne m'intéresse plus depuis 35 ans, et donc je me suis intéressée à la dimension culturelle de mon identité, à la dimension spirituelle de mon identité et à la dimension sociale de mon identité. Ça a été à la fois une quête qui a évidemment abouti à un certain nombre de découvertes, qui sans cesse me confortait et me confortait dans mon désintérêt du politique politicien. C'est clair, net et précis. En revanche, je me suis, entre guillemets, passionnée pour les hommes, les femmes et les enfants en particulier. Je me suis passionnée pour ce que j'ai fini par appeler les créatures. Je me suis passionnée pour le créateur des créatures. Et je me suis engagée dans une recherche spirituelle où je me suis rendue vers ce qui surprendra peut-être beaucoup ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vers une problématique qui est celle de la sainteté. Parce que j'avais découvert dans ma quête spirituelle qu'il existait des saints en islam. Alors certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais ce que je veux dire, c'est que sur un plan identitaire où on m'avait donné, dans mon jeune âge déjà, une très mauvaise image de l'islam, c'est-à-dire une image de violence, d'agressivité, d'intolérance, pour employer ce terme que j'aborde, la problématique de la sainteté a opéré en moi un revirement à 190 degrés. Parce que l'islam m'est apparu alors aussi comme une religion d'amour. Puisque notamment, on opposait dans mon enfance, dans mon adolescence et dans la période où j'ai vécu jeune adulte, le christianisme comme religion d'amour et l'islam comme religion de guerre. Or, la divine providence m'a conduit sur des chemins où il a été question de faire la connaissance avec ce qui a été appelé dans certains cadres islamiques la sainteté musulmane. Pour moi, ça a été quelque chose qui a été totalement une révolution intérieure. Donc, je me suis intéressée plus à la sainteté islamique et de ce fait à la sainteté chrétienne aussi, puisque j'ai vite vu les convergences qu'on pouvait en tirer, et qui sont une convergence de principes. Donc,
Ma préoccupation, et la seule que j'ai, depuis que j'ai quitté le mouvement Beurre des années 80, après ce massacre et cette OPA organisée par le PS, c'est cela. Et du coup, c'est tout de suite posé à moi la question de la transmission. Une génération transmet-elle à une autre? Et que transmet-elle et comment le transmettre? Parce que ça peut paraître des questions simples que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais je peux vous garantir que c'est beaucoup plus compliqué que, a priori, ça ne semble l'être. Pour la bonne raison que la transmission a ses ennemis aussi. On ne souhaite pas, dans la société moderne, que le père transmette au fils, pour prendre le stéréotype. Le fameux stéréotype qui dérange. Il faut combattre. Donc, on ne souhaite pas que le père transmette au fils. Et cette question de la transmission m'intéresse énormément. Et cette question de la transmission, figurez-vous, elle m'a habité pendant 29 années de blacklistage, c'est cohérent. Puisque j'ai été, du coup, en tant que mère moi-même, en tant qu'adulte, en tant que future grand-mère, et je m'y approche à grands pas, dans la situation d'être entravée sur la question de ce que je pouvais transmettre. Et ça a été pour moi pas une souffrance qui m'habitait à la surface de ma peau et que je sentais quotidiennement, mais je sais que ça n'a pas cessé de m'habiter, que j'étais porteuse d'une histoire, que j'étais la seule porteuse d'une histoire qui était fondamentale à connaître et qui aurait permis que l'avenir des banlieues, par exemple, n'ait pas été ce qu'il a finalement été, parce que justement, je n'avais pas pu la transmettre. Et que j'avais aussi même du mal à la transmettre à ma fille, puisque étant exclue, marginalisée, non reconnue, celle-ci préférant les écrans de télévision comme tout le monde, malgré l'éducation que je lui donnais, ne s'intéressait pas à mon histoire non plus, puisqu'elle n'avait pas atteint le statut de l'écran, de l'image et des effets spéciaux. Donc j'ai porté cette espèce de absurdité, voilà le mot que je cherchais, j'ai mis longtemps à le trouver. J'ai vécu 29 ans dans une situation d'absurdité complète. Et l'absurdité pour moi, c'est quand on vous a mis dans l'impossibilité de transmettre. Voilà ce qui a fait qu'un jour, j'ai décidé, à mes risques et périls, dans le cadre d'une situation qui ne vaut même pas la peine d'être racontée, d'écrire moi-même à Égalité et Réconciliation, parce que j'avais compris que de nombreux enfants d'immigrés s'y référaient, que des milliers de personnes, en particulier des quartiers populaires, suivaient ce site. Et il m'a paru que c'était l'endroit, ça a été comme une intuition. Vous voyez ? Comme une intuition que c'est à cet endroit-là que, éventuellement, je pourrais transmettre cette fameuse histoire. Et effectivement, mon intuition, parce que je vous passe les détails, s'est révélée juste. J'ai pu transmettre en toute liberté, le temps que je voulais, l'histoire que je portais et dont j'ai pu me débarrasser, que ma fille finalement a découvert, sur un écran comme elle le souhaitait. Et après m'avoir entendu, ainsi que mes propres frères, m'a regardé comme ça en me disant « mais c'est incroyable ce que tu as vécu ». Et ça, je le dois à Égalité et Réconciliation. C'est-à-dire que je dois à Égalité et Réconciliation la reconnaissance que j'attendais de ma fille et que je n'obtenais pas. Parce que celle-ci a quand même un âge maintenant où elle était, pour moi, en situation de devoir apprendre ce que sa mère avait vécu, au-delà même de la seule question de la transmission filiale, je dirais d'une transmission générationnelle. Donc, lorsque j'ai fait, à mon initiative, cet entretien pour raconter ce qu'avaient été, selon moi, les années 80, et de mon point de vue, je me suis sentie soulagée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que tant que je n'avais pas témoigné de cette façon-là, quelque part, peu importe où, quelque part, puisque les 29 années m'avaient montré qu'il fallait le faire
presque n'importe où, là où c'était possible. Puisque 29 années avaient montré que nulle part avait été possible. Vous vous rendez compte comment c'est grave? Nulle part pendant 29 ans. Et finalement, au bout de 29 ans, l'endroit qui se présente, c'est égalité et réconciliation. Alors maintenant, j'apprends que égalité et réconciliation, c'est un site d'extrémistes, de nazis, d'antisémites, d'homophobes, de sexistes, et j'en passe, de négationnistes. Et figurez-vous que ça me bouleverse pas. Ça me surprend qu'on en soit arrivé à tant de bêtises dans ce qui se prétend être encore le pays des Lumières. Comment a-t-on pu tomber aussi bas en France intellectuellement? Parce que lorsqu'on est régulièrement sur ce site, on se rend compte que des tas de gens, des tas d'intellectuels n'ont pas trouvé comme moi d'autres endroits où aller pour faire savoir ce qu'ils pensent, qu'ils aient tort ou raison. Et donc ce site aujourd'hui est le miroir de l'absence totale de liberté d'expression dans la France des années 2000. Et lorsque, dans cette France qui censure tout le monde, tout le temps, un espace existe, qu'il vaut ce qu'il vaut, à la tête duquel se trouve effectivement un homme comme Alain Soral, et qu'on vient me dire qu'il suffit simplement de prendre conscience qu'il serait antisémite, ou qu'il serait homophobe, ou qu'il serait, de la part de ceux qui censurent la France depuis tant d'années, je me dis qu'on est dans une opération d'enfumage complet. Et qu'aujourd'hui, moi j'appelle les gens à faire ce qu'Alain Soral a fait, c'est-à-dire que si cet espace-là ne vous convient pas pour des raisons idéologiques, religieuses et historiques, eh bien créez vos espaces où, comme à égalité et réconciliation, on peut tous se rencontrer en venant d'horizons différents. Parce que c'est ça qui est extraordinaire à égalité et réconciliation. Qu'on reproche à Alain Soral d'être ce qu'il est, je trouve que c'est une grande injustice dans le sens que il a fait ce que personne d'autre n'a fait. C'est la création de cet espace de rencontre où la liberté d'expression y est réelle, à ses risques et périls. Donc, je répète, ceux qui ne sont pas contents de l'existence de cet espace, et en particulier en dehors des médias mainstream, parce que ceux-là, on sait très bien que journalistes, médias du pouvoir, ils sont là pour faire les chiens de garde, pour employer cette expression maintenant, à ceux qui prétendent que la théorie du genre n'existe pas en 2014 quand elle existait en 2011, dans leur bouche. Donc ceux qui, en dehors de ces gens de mauvaise foi, et dont le projet est de nous massacrer les uns après les autres, avec le sourire, eh bien je dis que pas de problème, créez vos espaces, et moi je suis tout à fait décidé, la preuve en est aujourd'hui et de plus en plus maintenant, d'aller m'exprimer partout, y compris toujours et encore à égalité et réconciliation, et chez vous et ailleurs, parce que moi je n'ai pas justement d'identité qui soit sectaire, ni qui ait l'intention de m'enfermer dans une exclusive quel qu'il soit. Je suis un individu profondément indépendant, et je sais que pour être indépendant, il faut être en mesure de pouvoir vous dire à vous ce que je pense et à l'autre aussi. Et pourtant, si nous avons des alliances ou des amitiés à vivre, parce que c'est important pour les causes que nous défendons, et la cause que nous défendons aujourd'hui, elle est essentielle, elle est fondamentale, elle est cruciale, elle est vitale, et bien oui, je suis prête à en parler partout, y compris, là je vais vous amuser, à l'Élysée, aux côtés de M. Hollande et M. Payon. Alors, qu'on nous invite, les citoyens de ce pays, j'aime pas ce mot de citoyen parce que on sait que, voilà, mais qu'on nous invite à prendre la parole dans des espaces où on ne sera pas diabolisé. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, on va me dire, ah ben oui, mais en ce moment, madame, on vous invite beaucoup dans la presse et vous venez pas. Ben oui, pas folle la guêpe. Pour me faire manipuler, pour me faire, pour qu'on trompe mes propos et pour qu'on fasse les montages, les quelques montages que j'ai vous, parce que je vais vous avouer quelque chose.
j'ai pas du tout regardé la propagande dont je suis l'objet en ce moment. Elle me revient par personne interposée, ce qui fait que évidemment ça m'atteint beaucoup moins. Et puis donc, de toute façon, cette propagande ne m'atteint que dans le sens où elle atteint les parents qui ont participé. Parce que moi, je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Quelles que soient les menaces qui pèsent actuellement sur moi et dont Najat Belkacem s'est fait le porte-parole. Elle est porte-parole du gouvernement et elle est aussi porte-parole des menaces. Donc j'ai bien entendu, puisque ça m'a été reporté, je suis allée vérifier en effet que ces menaces existaient, elles existent bien, ça la déconsidère complètement, mais faut-il, pour être déconsidéré et se sentir déconsidéré, avoir un minimum de dignité? C'est à elle de répondre. Moi j'ai d'autres questions plus intéressantes à me poser. Donc, pour en revenir à cette identité et à l'intérêt que j'ai eu pour la religion et pour l'aspect de la religion qui me portait vers les autres, et non pas à des acceptions de la religion qui pourraient me séparer des autres, je peux vous dire que je n'ai pas changé sur ce point depuis 30 ans. La seule chose qui a pu m'arriver depuis 30 ans en termes de modification, c'est que j'ai mûri. Mais il me paraît extrêmement important, par exemple, que en ce qui me concerne et pour moi-même, ce que je souhaite aussi transmettre à mes enfants, que je sois consciente qu'en tant que créature, il existe des liens entre le ciel et la terre qui constituent pour moi une référence et qui me paraissent fondamentales pour comprendre l'univers dans lequel je me trouve et la place que j'y occupe et y définir ma mission, voyez. Mais je ne suis pas du tout dans une perspective politique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je dis actuellement aux jeunes, vous voulez être conseillers municipaux, c'est pas ça du tout dont nous avons besoin de conseillers conjugaux. Donc essayez plutôt de sauver des couples et de sauver des familles quand il est encore temps de le faire, parce que en se remettant en cause justement dans le domaine familial et aussi dans le domaine religieux, parce que dans la religion, comme dirait l'autre, il y a à boire et à manger. Il faut aussi qu'on parvienne à se rendre compte que ce qui nous arrive n'est finalement que la matérialisation à l'extérieur de nous, de nos propres erreurs et de nos propres péchés. Alors on nous demande, est-ce que vous avez pris connaissance de le rapport Buzanec, qui est un rapport européen? Oui, c'est celui qui, à l'origine, s'appelait le rapport Estrella. Alors là, évidemment, bon, ça va être encore très polémique, mais disons que c'est dans ce rapport-là qu'il est question dans des consignes européennes, on va dire en termes simples, de faire qu'à la crèche déjà, cette fameuse théorie du genre prenne aussi une forme adaptée à la crèche. Et à la crèche, ce qu'il y a, c'est que les enfants sont souvent l'objet de manipulation physique par les nounous. Et dans ce cadre-là, il serait question, alors tout reste effectivement à prouver pour ceux qui ne le croiraient pas, mais qu'on y enseigne effectivement très tôt la masturbation infantile. La masturbation infantile, voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Voilà. À suivre de très près en tout cas. On nous dit le gouvernement basque envisage d'interdire la pratique du football dans les cours d'école car jugé trop sexiste. Ben oui, là aussi c'est un stéréotype. Un garçon qui joue au foot, c'est un horrible stéréotype. Et une fille qui subitement se dirait que elle devrait jouer au football, alors là c'est bon, elle est dans le bon programme. Et il faudra qu'elle le fasse comprendre à ses camarades, jusqu'à ce que, comme dans Tomboy, qu'on a montré quand même dans les écoles, on a dit que j'inventais tout ce que je disais. Mais il y a de nombreux enfants aujourd'hui, sauf à leur envoyer la police pour les empêcher de parler, qui témoigneront du fait qu'ils sont allés avec l'école voir un film qui s'appelle Tomboy. Et Tomboy, c'est la théorie du genre. Tomboy, c'est une petite fille qui, à l'occasion d'un déménagement, se fait passer pour un garçon, se met une banane ou un chiffon dans la culotte, c'est ce que je sais, et qui va tomber amoureuse d'une petite fille à qui elle fera croire qu'elle est un petit garçon et qui aura comme ça, de manière clandestine et à l'insu de sa camarade, une relation homosexuelle. Bon, voilà ce qu'on montre aux enfants à l'école, ce qui est tout à fait normal et ce qui n'est pas du tout la théorie du genre, qui continue de ne pas exister. Parce que la théorie du genre ne se limite pas, comme on voudrait nous le faire porter, à ces considérations sur l'homosexualité ou une tentative d'homosexualisation des enfants. La théorie du genre s'attaque à l'identité sexuelle de l'enfant, dans le sens que, effectivement,
on peut lui parler de sexualité et d'homosexualité, ce qui, à mon avis, vient entraver encore plus le développement du gamin à un moment donné où il a besoin que les adultes lui apportent des certitudes. De bisexualité, de transsexualité, là, on atteint le comble de ce qui aurait jamais été conçu il y a à peine 10 ans. Il y a à peine 10 ans, on aurait eu cette conversation sur un plateau télé comme le vôtre. Là, c'est sûr que je finissais en camisole chimique dans un hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, j'ai été suivie par des dizaines de milliers de familles, n'en déplaise aux tenants de la théorie du genre qui n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. On ne peut pas prétendre de manière aussi acharnée que les parents m'ont suivi parce que simplement ils auraient été manipulés par moi. Nous savons que je n'ai pas le pouvoir de manipuler qui que ce soit. Un gouvernement, oui. Des médias, oui. Je ne suis qu'un petit prof de banlieue de 55 ans qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de médias, qui n'a pas de possibilité d'exercer une quelconque autorité ou une volonté de puissance sur le peuple français. Et donc, les raisons qui ont fait qu'on m'a suivi sont des raisons qui tiennent à ce que cette théorie est effectivement mise en application et qu'il fallait que ça se sache. Et que j'ai été finalement le porte-parole d'une réalité occulte et que cette réalité occulte que j'ai portée à la lumière a trouvé effectivement la réception qui devait être la sienne, c'est-à-dire que des parents enfin sortent du déni et se décident à sauver leur gosse. Tout simplement. Tout simplement. Ils se sont rendus compte que ce que vous expliquiez n'était pas fictif, était tout à fait réel. Donc qu'ils réagissent comme ça. Évidemment, parce que lorsque j'en ai parlé, les parents se sont alors retournés vers leurs enfants et beaucoup d'entre eux ont confirmé mes dires. Tout simplement. Oui, des militants LGBT sont entrés dans la classe. Il y en a un qui disait récemment que ce type de personne était entré dans une classe d'enfants de 10 ans. Alors j'aimerais bien qu'il témoigne, mais comme on envoie la police, les gens ont peur. Et que ce militant LGBT a fait une intervention dans une classe d'élèves de 11-12 ans pour leur expliquer qu'en effet, ils n'appartenaient pas à leurs parents. Et j'ai de nombreux témoignages comme ceux-là. Moi, j'appelle les avocats à venir à mon aide pour permettre à ce que des parents puissent témoigner sur ce qui s'est passé bien avant que je lance l'action JRE dans les classes de France et de Navarre. Et on démontrera, comme c'est déjà démontré lorsqu'on est de bonne foi, que effectivement la théorie du genre a d'ores et déjà fait des dégâts dans les écoles expérimentales des 10 académies dont vous trouverez la liste sur le site du ministère. Et je le répète, parce qu'il faut le répéter, la théorie du genre n'avance pas à visage découvert. Elle avance masquée sous le nom de l'égalité, de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre les stéréotypes qui sont la dernière invention du siècle. En 2014, Payon Belkacem et ceux qui travaillent dans les ministères viennent d'inventer une nouvelle grave maladie pour laquelle ils ont trouvé le remède. C'est l'intervention à l'école des militants du LGBT qui vont leur apprendre qu'ils sont atteints de cette maladie des stéréotypes. C'est complètement le monde qui marche sur la tête. On nous demande, alors voilà, il y a une question assez intéressante que j'avais vue de La Bonne Question qui demandait est-ce qu'il y avait des possibilités de mettre en place des systèmes de contre-éducation un peu. Voilà. Va-t-il y avoir un projet afin de généraliser des systèmes de contre-éducation pour essayer de rattraper les choses, quoi. Alors là, ça va être difficile parce que moi, personnellement, je fais l'école à mes enfants à la maison depuis 8 ans. Pas parce que je me suis sentie menacée par la théorie du genre. À l'époque, je ne sais pas si elle était déjà de manière aussi sournoise présente dans les programmes, mais je ne crois pas. Moi, j'ai fait quitter l'école à mes enfants à cause de l'illettrisme. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'avec la loi d'orientation de 1989 de Lionel Jospin, le gouvernement socialiste mettait en place des méthodes à l'intérieur des écoles pour véritablement, et là aussi on va dire que je dis n'importe quoi, mais enfin aller faire les recherches qui s'imposent, je ne suis pas là pour le démontrer tout de suite, je ne suis pas la seule à le dire, donc a mis en place cette loi d'orientation pour véritablement créer de l'illettrisme et de l'échec scolaire.
Et là encore, on n'a pas mis un texte officiel avec écrit clairement qu'on allait fabriquer des illettrés et de l'échec scolaire. C'est quoi la conséquence de cette place? C'est quoi le fondement de la loi exactement? On a dit qu'on allait mettre l'élève au centre des savoirs. Ah. Donc ça a plu à tout le monde. C'est comme on peut vouloir faire croire qu'on est avec l'ABCD de l'égalité dans un projet qui est un projet de respect, de tolérance, d'égalité, blabla, blabla, blabla. Le blabla du gouvernement, moi je l'avais déjà entendu concernant la méthode globale. Ça, on nous a blablaté beaucoup. Le résultat des courses, c'est que les parents, ne s'étant pas à l'époque mobilisés comme ils auraient dû le faire, se retrouvent maintenant avec des gamins qui, franchement, ne valent pas le premier poilu de la guerre de 14, qui, au front, écrivait à sa fiancée ou à sa mère des lettres sublimes. Aujourd'hui, on a des élèves qui ne savent pas écrire de lettres. La plus petite lettre représente une espèce de impossibilité structurelle de l'élève moyen en France. Bien. Sauf dans les établissements privilégiés où se trouvent par exemple les enfants de M. Payon. Là, on continue de délivrer un enseignement selon des normes traditionnelles. La méthode constructiviste, c'est bon pour les enfants des autres. C'est vraiment voilà. Donc, moi, c'est à cette époque que j'ai retiré mes enfants de l'école, donc à cause de la méthode globale, parce que, alors que M. Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation de l'époque, avait dit, et nous avait promis à certains parents inquiets de cette méthode globale, qu'elle allait être supprimée et qu'on reviendrait à bon escient à la méthode syllabique ou plutôt alphabétique. Quand j'ai vu que la parole de M. Gilles de Robien n'avait pas été suivie des faits, je me suis dit que j'allais pas me battre contre le mammouth à moi toute seule. Après avoir justement fait une tentative avec des parents auprès de notre école primaire de l'époque, où sur 10 parents mobilisés finalement devant la maîtresse, 9 ont baissé les bras devant elle lorsque celle-ci a menacé déjà d'appeler la police, alors que nous étions simplement des parents qui demandions de passer dans l'école de la méthode globale à la méthode syllabique. Donc je me suis retrouvée toute seule avec des parents qui ont renoncé à cause de la peur qu'elle avait déclenchée en eux, la seule à vouloir résister pour mon fils. Voyant ce paysage, je me suis dit que le mieux c'était de me barrer. J'ai pris le gamin et puis salut. Vous voulez massacrer les enfants des autres, allez-y. Je l'ai dit comme ça avant de partir, puisqu'ils le veulent. J'ai été cruelle en le disant, mais j'étais dans une douleur extrême de voir que les parents n'étaient pas capables de défendre leurs enfants. Alors, on me dit aujourd'hui que des parents, pour avoir été convoqués par l'inspection académique ou la directrice ou l'instituteur, on leur fait peur et qu'ils cèdent, qu'ils baissent pavillon. Je vais leur dire ce que j'ai dit en 2008. Non, c'était avant 2008 que j'ai déscolarisé mes enfants. Enfin, je ne sais plus, il y a 8 ans. Vous allez perdre les enfants aussi sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une atteinte à leur identité sexuelle dont vous ne soupçonnez pas à quel point elle va perturber l'identité de votre enfant au plus profond de son être. Et c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que l'école qui a sécularisé pour transformer les croyants en athées, pour finalement les conduire à l'illettrisme et maintenant au LGBTisme, on va avoir effectivement une société composée d'individus qui seront ni hommes ni femmes, ni blancs ni noirs, ni riches ni pauvres, ni citadins, ni paysans, et qui seront effectivement dans une inexistence complète, parce que quand on est ni sur tous les plans, on n'existe pas, et on ne sera donc plus que des objets humains, dont on pourra avoir l'usage quand on voudra, pour ce qu'on voudra.
et je dis on, qui est un pronom indéfini qui va désigner ici ceux qui ont le pouvoir et l'argent. Ça, c'est vraiment le plan à long terme. Alors, il y a justement, ça, c'est un parent responsable qui dit « Bonsoir, je dois rencontrer le directeur de ma fille la semaine prochaine. » Alors, je n'ai pas répondu, pardon, au contre-éducation, mais on y reviendra. Bah ouais, parce que ça va un peu dans le sens, parce que là, il nous dit voilà, qu'il doit rencontrer le directeur de sa fille la semaine prochaine. Il convoque tous les parents ayant fait acte de retrait de leurs enfants. Je lui prépare des arguments incontestables, mais il demanderait quelques pistes sur quel discours il peut lui tenir exactement. Ben, la première chose qu'il faut tenir au directeur qui vous convoque, c'est très simple. Pouvez-vous me convoquer par écrit en notifiant dans cette convocation le motif de la convocation? Et tant que vous n'êtes pas convoqué par écrit, considérez que vous n'êtes pas convoqué du tout. Une convocation orale à l'éducation nationale n'a aucune valeur. Vous n'êtes pas convoqué si vous êtes convoqué oralement. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors moi, je peux vous garantir, je le parie, qu'aucun d'entre eux ne vous convoquera par écrit en notifiant la raison pour laquelle ils vous ont convoqué. Tout simplement parce que c'est illégal. Voilà. On a affaire à une opération bluff pour impressionner des gens qui ne connaissent pas leurs droits et des gens qui s'imaginent qu'ils ont affaire à une institution toute puissante sans laquelle ils ne peuvent rien et de laquelle ils dépendent totalement. Eh bien, vous avez des droits. On est en France, dans un pays qui reste un pays de droit. Et on ne peut pas convoquer en France, surtout quand on est un agent fonctionnaire de l'État, on ne peut pas convoquer un usager du service public sans faire que cette convocation soit écrite avec le motif circonstancié de cette convocation. Et dès lors que vous n'êtes pas convoqué par écrit, vous n'êtes donc pas convoqué du tout et vous n'êtes donc pas tenu de vous proposer à ce simulacre de procès de Moscou. Alors on nous dit, ça c'est Douglas Guyot, on lui passe le bonjour aussi, on lui fait la bise, il dit « Que pense Farida du soutien de Civitas ?» Est-ce qu'il vous soutient? Ah bah écoutez, ma surprise, agréablement surprise. Là aussi, c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, avec lequel discuter, parce que c'est quelqu'un qu'on m'a présenté, moi je ne le connais pas bien, mais c'est quelqu'un qu'on m'a toujours présenté comme un affreux Jojo, mais véritablement horrible. C'est-à-dire que Alain Escada, c'est quelqu'un, lorsque on entend son portrait dressé par les autorités bien pensantes, on en a froid dans le dos. Alors lui, il a toute la liste. Je ne vais pas la refaire. Ah ouais. À lui tout seul, il est exactement tout ce que la civilisation moderne doit absolument, définitivement supprimer de la surface de la Terre. Et alors, il est en particulier un affreux raciste anti-musulman. Ouais, c'est comme ça qu'on le présente. Voilà. Et cet affreux raciste anti-musulman a été le premier à soutenir Farida Belroul, musulmane, à la tête d'une action où de nombreux musulmans, à 70%, 80%, ont participé. Et il le savait. Alors là, on va lui dire quoi? Que comme Soral aussi, il veut attirer les musulmans à lui pour faire une opération politique dont on ignore tout et qu'il cache et qu'il faudrait... Moi, je suis tout à fait partie prenante pour rencontrer M. Alain Escada de Civitas et pour faire connaissance. Parce qu'il me semble aujourd'hui que toutes les personnes qui sont diabolisées au degré où il est lui-même sont des personnes qui doivent cacher de jolis secrets que le pouvoir ne veut pas qu'on connaisse. Et c'est-à-dire peut-être des perspectives de salut pour les uns et pour les autres, y compris quand on est catholique pour les musulmans et quand on est musulman, y compris pour les catholiques. Et ça va être des rencontres qui auront été permises par les JRE, et c'est l'aspect, je dirais, le plus positif de cette action, parce qu'elle prolonge justement tous les espaces qui naissent en ce moment pour la réconciliation. JRE est aussi un espace qui a cette essence, au départ même, puisque moi je veux, et nous voulons, l'équipe que je représente ici, nous voulons que s'opèrent dans JRE des rencontres
qui n'auraient pas pu et qui ne pourront pas s'opérer au Parti Socialiste ou au Parti Communiste ou dans la gauche. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir en face de nous des gens qui se prétendent être, qu'on a prétendu qu'ils étaient nos adversaires, voire nos tortionnaires, et j'ai envie de discuter avec mon tortionnaire. C'est une maladie à peu près aussi horrible que celle des stéréotypes. C'est un peu un bug de la matrice, le fait que des catholiques et des musulmans, parce que Vincent Peillon lui-même le dit, la laïcité est une religion. Ouais, ça c'est... Mais c'est un aveu intéressant, parce que moi on m'a baratiné pendant des années, j'y ai cru, hein, comme tout le monde, que la laïcité c'était un espace neutre dans lequel justement les religions et les modes de pensée pouvaient se retrouver et cohabiter en paix à partir du moment où elles ne s'exprimaient pas dans la sphère publique. C'est comme ça que c'est présenté. C'est présenté comme ça. Peillon, il est vachement génial. Le gars, il pète les plombs pour une journée de retrait d'école, mais il désigne aussi la laïcité comme une religion républicaine. Comme une religion républicaine pour mettre à bas toutes les religions révélées. À bon entendeur, salut. Voilà. Non, mais il est... Au moins, ça le mérite d'être clair. Ah oui. On n'avait pas entendu ça depuis longtemps. On l'a jamais entendu. Moi non plus, j'avais jamais entendu non plus. Ouais. C'est le premier que j'entends. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit, Jacques Ojac, Madame Bellegoul, pour en revenir à SOS Racisme? Comment se positionne Monsieur Djadja, qu'on nous présente comme le vrai initiateur de la marche des beurs par rapport à la récupération du mouvement? J'ai cru comprendre qu'il ne s'en plaint pas. Écoutez, je préfère qu'on fasse une émission spéciale sur le sujet. Eh ben on en parce que une, tout mélanger là, eh ben on en je demande pardon. Non, mais il profite de votre présence. Oui, je comprends, mais si vous voulez bien, on se revoit et on en reparlera. Bien sûr, on en reparlera. Parce que je tiens beaucoup dans la période où nous nous trouvons à faire comprendre que les parents qui ont fait la JRE ont besoin de soutien. Et à ce propos, vous me parliez de M. Alain Escada, qui a soutenu la porte-parole que je suis, lynchée médiatiquement comme c'est devenu maintenant une habitude, et les parents qui ont participé à la JRE. Et je veux que, s'il m'entend, qu'il sache que je lui exprimerai ma reconnaissance très vite en désirant le rencontrer au plus tôt. Mais je veux aussi vous dire que Madame Christine Boutin est, après M. Escada, celle qui a immédiatement, rapidement, manifesté son soutien au JRE et au porte-parole que je suis des JRE. Et je l'ai vu cet après-midi, nous avons fait une photo ensemble pour bien signifier que, effectivement, le soutien de Mme Christine Boutin, ancienne ministre, ancienne candidate aux élections présidentielles et présidente du Parti chrétien-démocrate, soutient Farida Bellegoul. Je le dis parce que le lynchage médiatique étant ce qu'il est, il est important de montrer que, comme on dirait dans les quartiers populaires, des gens sérieux sont avec nous, des riches, des représentants de l'institution, parce que justement il va falloir maintenant que des représentants de l'institution nous rejoignent pour empêcher ce harcèlement qui est actuellement en œuvre par des représentants de l'institution. Il faut que des enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs d'académie sauvent l'honneur de l'éducation nationale, s'il reste encore quelque chose à sauver là-dedans. Moi je pense aujourd'hui que je fais partie de ceux rares qui sauvent l'honneur de l'éducation nationale, honneur totalement sali par les pratiques actuelles à la demande du ministre de l'Éducation nationale actuel, Vincent Peillon. Donc si mes collègues ou certains d'entre eux m'entendent et qu'ils ont le courage que j'ai de venir, à mes côtés ou pas d'ailleurs, vous pouvez à partir de l'endroit où vous vous trouvez sans me rejoindre, prendre position pour nous dire ce que vous pensez des méthodes qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour harceler de manière à les intimider les familles et les enfants qui ont participé au JRE d'une part, et ce que vous dites de la fameuse problématique de la rumeur, la nation française vous en sera gré. Alors, il y a une question, on nous dit, Madame Bellegoul, vous ne pouvez pas demander aux gens de retirer leurs enfants alors que vous-même, vos enfants ne sont pas scolarisés à l'extérieur. Tous ne sont pas capables de faire l'école à la maison. C'est à mon point de désaccord avec vous dans tout ça. Quid des enfants, quid de la pédagogie du boycott? C'est MAF qui nous dit ça. Mais moi, dans les JRE, je ne propose pas de déscolariser les enfants. Ce n'est pas du tout une action de déscolarisation, c'est une opération de retrait d'une journée par mois pour être cohérent avec ce que nous pensons. C'est-à-dire que lorsque vous pensez que la théorie du genre est à l'école,
et qu'elle est d'ores et déjà en train de nuire à nos enfants et que cette nuisance va être généralisée à la rentrée prochaine et qu'elle sera dans les textes officiels. Ça va être la loi. Ça va être une loi. Vous avez le choix entre faire, je ne sais pas, je ne veux rien entendre, le déni, ce qui est catastrophique, et qui vous rend complice de cette politique. Vous avez la possibilité d'aller faire des manifestations dans la rue dont on a vu qu'elles ne servaient à rien et que le pouvoir en place sait parfaitement gérer. Ou vous avez alors l'obligation d'être cohérent, d'être cohérente, parce que vous ne pouvez pas d'un côté manifester le samedi ou le dimanche et le lundi livrer votre enfant à l'institution qui met en œuvre ce type de politique scolaire. Donc il y a bien un moment, il faut déterminer des actions qui soient cohérentes avec l'analyse que vous faites de la situation et qui envoient de ce fait, de par la cohérence de l'action que vous mettez en œuvre, un message fort au pouvoir. La preuve. Ça les a fait trembler. Ça les a fait trembler et ça va continuer de le faire parce que je vous garantis qu'on va continuer, sauf évidemment si on m'écrase avec une voiture malencontreusement dans la rue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la JRE n'est pas du tout une opération de déscolarisation. Il n'y a que 3000 familles en France, je crois, si je ne m'abuse, qui font l'école à la maison. Pour le reste, tout le monde va à l'école et la JRE a conscience de ce qu'il n'est pas possible pour l'instant d'envisager sur le grand nombre une politique de déscolarisation définitive. C'est même pas mon objectif. Moi, si la théorie du genre sort des programmes scolaires, je prends ma retraite. Vous voyez, je ne vais pas continuer comme ça, me casser la voix et à ne plus voir mes propres enfants parce que je suis partie dans un combat pour défendre tous les enfants. Et d'ailleurs, à un moment donné, si je ne suis pas suivie, entre les sacrifices que je forme aujourd'hui, notamment en n'étant plus quasiment avec mes enfants pour sauver tous les enfants, si les parents ne suivent pas, mais je suis convaincue qu'on va gagner là-dessus, ben je laisserai tomber et je ferai ce que j'ai fait il y a 8 ans, je prendrai les miens sous mes ailes de poule et puis je dirai aux autres parents, eh bien que Dieu vous assiste. Hein, parce que là, franchement, vous allez entrer dans une époque où vous allez porter une responsabilité considérable sur les prochains traumatismes dont vos enfants vont être victimes. Et traumatismes qui pourront, dans de nombreux cas, être parfaitement indélébiles et qui ne pourront pas être réparés parallèlement à la vie scolaire, c'est-à-dire le soir à la maison ou les week-ends. Vous n'aurez jamais le temps de réparer les dégâts de la journée. Pour la bonne raison que nos enfants sont à l'école beaucoup plus longtemps qu'ils ne sont avec nous. Donc, il y a une question de temps, de pouvoir aussi. L'école a, aux yeux des enfants, une importance considérable et constitue pour eux une référence supérieure maintenant à celle de leurs parents. Et c'est bien la raison pour laquelle je milite dans le cadre des JRE pour dire stop à cela. Nous voulons retrouver le ministère de l'Instruction publique de façon à restaurer l'autorité des parents dans la maison où vivent les enfants et qu'une collaboration à ce moment-là puisse sainement s'établir entre la famille et l'école, mais en respectant les prérogatives de chacun. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale abuse au point même que lorsque nous affirmons par une journée de retrait que nos enfants sont nos enfants, il nous envoie la police. C'est ça la réponse. Alors on nous demande aussi, alors il y a pas mal de questions, voilà, il y a une personne qui s'appelle Benjamin, qui est une trans. Et dit, qu'est-ce que vous pensez donc, des personnes trans? Mais je n'en pense rien. Je suis désolée, je n'en pense rien. Le problème n'est pas ce que je pense des trans, des bisexuels ou des homosexuels. C'est pas du tout la motivation qui m'anime. Ce qui m'anime est très simple. On n'hypersexualise pas les programmes scolaires. Dans leur version
hétéros, qui est un mot que je déteste parce qu'ils ont inventé pour nous mettre à égalité avec les homos, mais disons qu'on n'hypersexualise pas les programmes scolaires dans leur version hétéro, homo, bi ou trans. Il y a des choses qui ne concernent pas les enfants. Je suis désolée de vous le réapprendre. Il va bien falloir que beaucoup d'adultes aujourd'hui, et notamment dans des gens qui se prétendent progressistes, de gauche, merveilleusement tolérants, que les enfants ne supportent pas qu'on porte atteinte à leur pudeur. Et des discours sur la sexualité à outrance, comme c'est prévu et comme c'est appliqué en ce moment dans l'éducation nationale, portent atteinte à la pudeur des enfants. Point barre. Je ne vais pas lancer dans le cadre des JRE, ce n'est pas mon objectif, un débat sur la sexualité, l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité. Je m'en tape, pour parler vulgairement. Ce n'est pas le but des JRE. Je ne suis pas dans le cadre des JRE en train de lancer un débat national sur les différentes modalités sexuelles qui existent chez les humains. Vous voyez, c'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est de sauver les enfants et d'appeler les parents à le faire parce qu'ils sont les seuls qui peuvent réellement le faire. Pour la bonne raison que ce sont leurs enfants. Vous voyez, Payon, lui, se préoccupe de ses enfants d'une façon qui n'est pas la même. Qui n'est pas la même que celle qu'il préconise à l'intérieur de l'école. Pour la bonne raison que ce sont ses enfants. Et je l'en félicite. Je crois savoir qu'il élève très bien ses enfants dans sa tradition et qu'ils réussissent parfaitement dans la vie, qu'ils le devront à leur père et que Payon père est un bon père, que Payon ministre nous laisse la même opportunité, c'est-à-dire d'être de bonne mère et de bon père. Et être bon père et bonne mère, c'est la question que je veux poser à cette personne qui m'interroge sur sa transsexualité. Est-ce que être bon père et bonne mère est un crime, un délit qui mérite l'apparition de la police? Voilà, c'est tout. Moi, après, le débat sur la transsexualité, on peut l'avoir dans un café, gentiment, elle et moi. En tant que mère de famille, je lui dirai ce que j'en pense, mais c'est pas le sujet des JRE. Alors on nous dit aussi, alors ça c'est Nourou, Madame Bellegoul, ci-dessus le texte exact du mot écrit dans le carnet de liaison de mon fils. Madame, monsieur, conformément aux instructions du ministre, je souhaite vous rencontrer suite à la journée de retraite. Je suis disponible, etc. etc. Bien, alors ça c'est intéressant, c'est écrit. Donc conformément aux consignes du ministre, alors là, il faut, aux instructions du ministre, donc là, il faut aller au tribunal administratif. Donc ça, c'est marqué dans le carnet de liaison. Voilà, voilà, madame, il faut que vous m'écriviez JRE 2014 hotmail.fr en me signifiant que vous m'avez interpellé lors de l'émission de Méta TV sur un motif écrit dans le carnet de liaison, si j'ai bien compris, et qui se réfère à des instructions ministérielles et du ministre en personne. Donc là, je pense qu'un avocat peut effectivement étudier le dossier. Parce que vous n'avez commis, madame, aucun crime. Vous savez que nous avons des possibilités légales de garder nos enfants près de nous. J'en suis la preuve vivante. Moi, je les garde tous les jours de la semaine depuis 8 ans. Donc, vous les avez retirés une fois dans le cadre d'une action démocratique, légale et pacifique pour poser la question du gender et de son introduction à l'école. Vous n'avez insulté personne, calomnier personne, diffamer personne et tuer personne. Donc le ministre n'a pas à vous convoquer de cette façon-là. Ah oui, c'est vraiment de l'injonction, quoi. Alors on nous dit, voilà, ça c'est hypothèse. Bonsoir Madame Bellegoul, le Conseil français du culte musulman aux ordres du gouvernement vous a désavoué. Au contraire de nombreux parents musulmans, chrétiens ou même athées qui vous ont suivi. Pourriez-vous donner des noms de leaders musulmans intègres qui vous soutiennent publiquement à l'instar d'Allah Escada du côté chrétien? Alors un leader musulman qui me soutient de manière très nette, nous avons dû discuter non pas du fond et de la forme des JRE, mais de ce qui lui semblait être une allégeance justement à égalité et réconciliation. Donc c'est de ça dont on a discuté. Eh bien, l'affaire ayant été résolue entre lui et moi de manière, comme il le dit, très fraternelle, aujourd'hui, Nabil El Nasri du Conseil des musulmans de France, ou du Comité des musulmans de France, je ne connais pas très bien ce sigle, soutient les JRE et défend Farida Bellegoul de l'accusation
abominable d'extrême droite qu'on porte à son égard. D'accord. Alors là, Roger Liot qui nous dit, oui, il y a un sujet, voilà. Roger Liot, il faudrait que je retrouve, voilà. Bonsoir Topa et Farida. Farida, sache que je suis d'accord avec toi, mais j'aimerais te parler d'une autre affaire qui tue nos enfants en allant à l'école. Les écoles ne sont pas aux normes au niveau pollution intérieure, l'État le sait, la DAS le sait, renseignez-vous sur les MCS. Ma fille en est victime, on se bat avec 3000 familles en France qui ne reconnaissent pas cette maladie qui crée des cancers à long terme. Oui, c'est peut-être vrai, je ne connais pas ce dossier. Je demande pardon aussi à cette personne et à ces 3000 personnes qui luttent pour ne pas pouvoir en être le porte-parole ici ni ailleurs, parce que je ne dois pas me disperser. Peut-être que vous l'accepterez dit comme ça, même si ça peut vous paraître douloureux. Je suis concentrée sur cette histoire de la théorie du genre à l'école, de la façon dont elle est introduite de manière pernicieuse et sournoise et qu'elle s'impose aux enfants, je dirais comme d'habitude avec le sourire, alors qu'il s'agit de les détruire, ces gosses-là, finalement, au bout du compte. Et je ne peux pas me distraire sur un autre sujet, même si je pense en effet que ce dont vous parlez est tout à fait possible. Parce que là, c'est très grave aussi. Très grave, donc là, il faut que vous essayiez de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire une action qui trouve un écho chez les parents de manière à ce que, effectivement, la mobilisation s'effectue. Mais vous vous rendez compte, hein, on est dans une situation de fou quand même. Tout ressort, c'est tout. Parce que là, voilà, ça veut dire que là, on va découvrir ce que les enfants mangent, dans quoi ils dorment dans les écoles, quelle est la composition des murs, la teneur des programmes en dehors même de la question de la théorie du genre, les méthodes mises en œuvre pour justement faire d'eux, la plupart du temps, des ânes battés, incapables de lire et d'écrire correctement. Enfin, le bilan de l'école publique en 2014, sous l'égide de Payon, et ça a commencé sous le règne de M. Châtel, est absolument catastrophique. Et ça remontera probablement jusqu'aux années Jospin, voire même peut-être encore avant. Alors on nous dit comment faire valoir le droit à la liberté de conscience, le droit de conscience religieuse aussi comme recours aux pressions pour ne pas accepter cette propagande. C'est un droit qui est utilisé pour refuser les vaccins, les transmissions sanguines aussi pour certaines religions, le retrait de l'école de samedi. Est-ce qu'on pourra invoquer un droit comme ça, c'est possible ça pour ces personnes? Un droit religieux en fait? Non, puisqu'on est dans une république laïque. Bah oui, c'est surtout... Donc il n'y aura pas ce type de droit, mais par contre je pense qu'il faut reprendre le contrôle de vos vies, tout le monde, il faut reprendre le contrôle de vos vies, reprendre le contrôle des vies, de nos vies, c'est effectivement reprendre le contrôle de l'éducation de nos enfants qui nous revient en premier lieu et en dernière instance. Personne n'a le droit, en vérité, d'après même la Déclaration des droits de l'homme, moi je ne suis pas une subversive du tout, je veux dire que c'est la Déclaration des droits de l'homme qui accorde aux parents l'éducation des enfants. Il y a eu une dérive qui s'est opérée depuis la renomination du ministère de l'Instruction publique en ministère de l'Éducation nationale, qui nous a conduit aujourd'hui à ces intrusions dans la sexualité des enfants comme étant une source d'élaboration de séquences scolaires, ce qui est complètement délirant. C'est complètement délirant. Hein. Donc, je crois qu'il faut effectivement qu'on envisage de réfléchir à l'instruction en famille, mais aussi à la création d'écoles qui soient hors contrat, puisque toutes les écoles privées sous contrat se retrouvent aussi avec la présence de cette théorie masquée dans les programmes. Dans les écoles privées, parce qu'on nous a posé la question aussi, ça. Voilà. Est-ce que ça s'imposait dans les écoles privées aussi? Alors, tout dépend si elles sont sous contrat ou pas. Si elles ne sont pas sous contrat, votre enfant est sauvé le temps de sa scolarité. Mais si ce sont des écoles privées sous contrat, ce qui est la plupart du temps le cas, puisque c'est celles qui sont abordables par le plus grand nombre, eh bien non, elles sont soumises aux mêmes impératifs et aux mêmes consignes du ministère. Donc même dans une école catholique, ils vont aller enseigner? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils vont l'enseigner dans les écoles catholiques sous contrat. Et on va se retrouver avec des catholiques qui se sentiront prisonniers et qui n'oseront pas eux aussi faire la vérité sur ce qui est enseigné dans les classes.
Alors je le disais, il faut qu'on reprenne le contrôle donc, et reprendre le contrôle c'est l'instruction en famille, c'est la création d'écoles indépendantes hors contrat, mais j'ai une mauvaise nouvelle, puisque les sénateurs UMP viennent de déposer un projet d'interdiction de l'instruction en famille. Et on va aller certainement aussi, à terme, vers l'interdiction de la création d'écoles hors contrat. Donc c'est l'occasion ou jamais, les JRE, pour empêcher tout ça. Parce que si nous gagnons sur la théorie du genre, nous allons de ce fait montrer au pouvoir en place que le peuple français est capable de se lever pour les questions fondamentales qui touchent notamment à leurs enfants, et ce qui touche aussi à leurs enfants en dehors de cette question de la théorie du genre et pour s'en protéger à l'avenir aussi, c'est la possibilité d'instruire en famille pour ceux qui le veulent, la liberté d'instruire, et c'est aussi la liberté de créer des écoles. Et nous sommes de plus en plus amenés petit à petit, sournoisement, avec les mots les plus amélioratifs, c'est-à-dire les plus positifs, nous sommes conduits à de moins en moins de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous parle d'égalité, vous entendez que ça va aller mieux, mais en vérité, ça va aller de Carib en Scylla, de pire en pire. Et le pire du pire, ce n'est pas seulement la théorie du genre, c'est que celle-ci ensuite peut devenir quelque chose dont je ne vais pas parler pour ne pas passer pour une folle dingue, parce que la réalité est tellement violente qu'on n'imagine pas encore les pistes qui sont ouvertes aujourd'hui pour arriver à ce que nous devenions tous des esclaves consentants. Sans chaîne. Sans chaîne. Sans chaîne, ok, je suis ton esclave, c'est bon, ok. L'avenir, un avenir à très monde d'Orwell mélangé avec le meilleur des mondes, quoi. On nous dit, voilà, ça c'est Dr Gang, je me répète, mais les couvertures des futurs livres qu'on a tous pu voir, Papa porte une robe, J'ai deux papas, etc., vont vraiment être dans les cartables, il pose la question. Vont-ils être vraiment dans les cartables? Ah ben là, les JRE sont en train de porter un coup à ce type de publication. Bah oui, j'en ai ramené certaines d'ailleurs. J'en ai ramené certains livres. Bon, il est évident que ce livre n'a pas été écrit, Mes deux papas, ce livre n'a pas été écrit pour un adulte de 35 ans. Donc on nous dit que ce sont des questions qui ne sont pas traitées, notamment à l'école, mais moi je me demande bien par qui l'enfant va connaître cet ouvrage, parce que c'est manifestement pas ses parents. Et on en connaît certains qui sont arrivés à l'école et qui sont dans les bibliothèques municipales. Donc ça, c'est un livre qui raconte l'histoire de deux petits oiseaux de sexe masculin qui vont adopter un enfant. Alors c'est un petit oiseau qui n'est pas le leur, puisque évidemment le deux principes mâles ne donnent pas un poussin. Et ce qui est complètement incroyable, c'est qu'à chaque fois dans tous ces livres, on vous parle de la possibilité de recomposer ou de composer des familles sous des formes multiples. C'est-à-dire que nous qui étions habitués à la forme traditionnelle, c'est-à-dire celle qui était transmise du père et de la mère, on vous dit maintenant qu'il est possible de constituer des familles tout aussi originales les unes que les autres. Et si je prends ce livre qui s'appelle « 10 mamans avec un S », parce que maintenant on a 2 mamans, eh bien vous avez ici par exemple un certain nombre de combinaisons familiales qui nous fait partir de la norme traditionnelle qu'on va bientôt appeler d'antan à une multitude de normes, ce qui est complètement aberrant parce que pour être norme, il faut être unique. Il ne peut pas y avoir plusieurs normes. La norme, par définition, est singulière. Elle ne peut pas être plurielle. Donc là, vous avez le père et la mère et les enfants, qui sont 3. La mère seule, ce qu'on a accepté, je le dis souvent, et ses enfants. C'est pour l'avoir accepté, je pense, qu'on arrivera bientôt au dernier cas dont je vous parlerai à l'instant. Le père seul avec des enfants. Et cette première page-là a été effectivement une suite de dégénérescence
mais qui aujourd'hui est acquise à un point tel qu'elle constitue non pas une dégradation à nos yeux, mais une norme saine. La famille monoparentale, sur le plan je ne sais pas si on peut appeler ça du principe, mais de la modalité, ne choque personne aujourd'hui. Une mère seule avec des enfants, pourquoi pas? Très bien. Un père seul avec des enfants, pourquoi pas? Très bien. C'était déjà la catastrophe. Parce qu'il y avait déjà un être amputé de la famille qui se trouvait éloigné dans le quotidien de l'enfant. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais un week-end sur deux, oui, la vie partagée, je ne sais plus comment ça s'appelle, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, la garde partagée. La garde partagée. Alterner, voilà, alterner. On alterne entre le père et la mère. Moi, je n'ai pas alterné entre mon père et ma mère. Alors, on va me dire que je suis une vieille ringarde réactionnaire, mais moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas un enfant qui ne soit pas ringard et réactionnaire. Tous les enfants sont ringards et réactionnaires, et Dieu sait que j'en ai connu beaucoup. Ils veulent tous que leur père et leur mère soient simultanément, au même moment, près d'eux. L'alternance du père et de la mère n'intéresse pas du tout les enfants. Et c'est que mensonge quand on prétend le contraire. Alors bon, cette page-là étant acquise du père et de la mère, là ça va bien, puis finalement des deux modèles, soi-disant modèles de la famille monoparentale, là on commence sérieusement à déconner. Hein? Alors là on va dire elle est homophobe, ben, je suis désolée, non. C'est pas la question, encore une fois. Je ne parle pas d'homosexualité. Mon sujet n'est pas la sexualité des êtres humains en 2014. Mon sujet, ce sont les enfants. Voilà. Et le modèle familial et la défense de la famille traditionnelle, puisque, d'après l'intérêt de l'enfant, comme je viens de le dire, pour l'intérêt de l'enfant, il est question que je me batte comme mère de famille de 3 enfants pour que des enfants connaissent leur père et leur mère et qu'ils vivent le plus possible avec les deux au même moment, au même endroit. C'est le désir profond de l'âme enfantine. Et là-dessus, on peut faire un radio-trottoir. C'est clair. Alors maintenant, on arrive à la deuxième page et ces modèles sont... Là, ces modèles sont proposés dans un livre dessiné pour des enfants de 4-5 ans. Donc, où ce livre est distribué aux enfants, certainement pas dans les parents, dans les familles des parents que nous sommes et qui ont participé aux journées de retrait, n'est-ce pas? Donc là, ça devient quand même assez stratch. C'est qu'on va avoir 2 femmes et des enfants. Et il y a un vrai problème. Parce que les 2 enfants ne peuvent pas être issus de ces 2 femmes. Donc il y a quelque chose là-dedans qui s'est goupillé avec lequel on ne peut pas s'associer. Il s'est goupillé soit une affaire d'argent, pour que ces 2 enfants soient là, parce que l'une des 2, même si elle s'est fait engrosser, a payé le sperme d'un homme qu'elle ne connaît pas, mais que l'enfant connaît, lui, parce qu'il en est issu, même si on ne le lui présente pas. Et cette amputation du père qu'on organise dans ce couple-là est dramatique. Ensuite, on a le couple des 2 hommes avec des 2 enfants, et là encore, c'est de pire en pire. Parce que dans ce cas-là, il y a une des 2 femmes au moins qui peut porter l'enfant et être en effet la mère. Dans le cas du couple suivant, du couple du duo, aucun des 2 hommes ne peut être le père de ces enfants-là. Donc il y a amputation des 2. Il y a amputation de la vraie mère et du vrai père. À moins que l'un des 2 ait fait appel à une mère porteuse. Et c'est là où on va nager dans l'horreur du marché de l'embryon. Les loups à un ventre. Alors le troisième, j'ai pas compris. Alors le troisième, eh bien, c'est une famille composée de 2 hommes et de 2 femmes et d'un enfant. C'est en fait ce qu'on appelait avant une partouze.
Non mais c'est vrai, là je comprends pas. Et c'est présenté là, c'est deux à des enfants de 4, 5, 6 ans. C'est pas deux couples. Oui, c'est une famille composée de 4 personnes. C'est-à-dire que dans cette famille, dans le 6e cas proposé aux enfants de 4, 5 ans, vous avez 2 papas, 2 mamans et un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, d'accord, ouais. C'est-à-dire qu'on a la famille composée de 2 mamans, une autre composée de 2 papas, et il en vient là, à la vitesse grand V, une famille composée de 2 papas, 2 mamans. Et on pourra faire 3 papas, 6 mamans, enfin la partouze officialisée en livret de famille. C'est-à-dire que maintenant, on pourra partouzer avec un livret de famille, à l'appui. C'est complètement délirant pour les enfants. Moi, ça m'est égal que les adultes partousent. J'en pense ce que j'en pense, je ne vous dirai pas ce que j'en pense, ce n'est pas le sujet des JRE, mais je pense qu'un enfant, dans le cadre des JRE, j'ai le droit de le dire, n'en déplaise à un tel et un tel, payons Belkacem, un enfant, il a le droit d'avoir son papa et sa maman, et vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, ce droit naturel-là ne pourra jamais, jamais être supprimé des consciences et de la conscience de toute l'humanité. Je pense que lorsque nous allons arriver à des situations aussi aberrantes que des partous officialisés en mariage, l'humanité s'arrêtera. Pour les croyants, ils savent exactement à quoi je fais appel, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, toutes ces 3 catégories de croyants connaissent très bien l'histoire de Sodome et Gomorrhe et de la façon dont ça se termine. Donc je ne vais pas le raconter ici. Donc nous allons vers la fin de nous-mêmes par nous-mêmes. Et figurez-vous que la famille constituée de 2 hommes et de 2 femmes et d'enfants n'est pas le dernier modèle, et c'est pas moi qui l'invente, puisque au bas du livre, vous voyez bien qu'on a écrit... etc. Donc, les différentes compositions sont manifestement à l'infini. Et très souvent, j'ai posé la question à des parents en conférence ou en réunion pour vous demander quelle autre combinaison pouvait apparaître dans la suite de cette généralisation du n'importe quoi officialisé pour le n'importe quoi et en fait pour créer le chaos. Eh bien, les parents ont parfaitement compris, ceux qui m'ont vu et avec lesquels j'ai parlé dans les JRE, ils m'ont dit le prochain coup, c'est le fils qui épouse sa mère et le père qui épouse sa fille. C'est exactement ce que le conte traditionnel de Podane ne veut pas et nous a permis de nous instruire et de nous enseigner sur l'inanité de cet inceste qui ne peut conduire qu'au malheur de l'enfant qui est pas le conjoint de son père, etc. etc. Alors je sais pas, moi ils vont peut-être y rajouter des animaux. Des animaux, non mais c'est ça, on se demande c'est quoi, c'est etc. Bientôt, cet etc. répété 3 fois, au bout de 6 combinaisons dont en fait il n'y en a qu'une seule qui soit légitime pour l'enfant, je parle du point de vue de l'enfant, il n'y a qu'une seule de ces 6 combinaisons qui est légitime pour l'enfant, c'est la cohabitation simultanée du papa et de la maman, point barre. Le reste, ce sont des compositions qu'on a faites pour le profit d'adultes qui en sont arrivés parfois même à payer pour un confort qui ne concerne pas le confort de l'enfant, voire même qui y est totalement opposé, quoi qu'il en dise. Eh ben, ouais, vraiment là, surtout la dernière combinaison, elle est quand même hallucinante. Là, 2 papas, 2 mamans, ça fait 4 là, c'est bien compliqué. Parents 1, parents 2, parents 3, parents 4, parce qu'on fait disparaître aussi le mot de père et mère. Oui, le mot de père et mère disparaît du code. Évidemment, puisque c'est l'objectif. Le chaos, c'est ça. Le chaos se manifeste aussi dans la disparition des mots qui rattachent l'enfant à sa filiation, quoi. Alors là, on nous dit, ça c'est Fatima de Toulouse, bonsoir, concernant la proposition de loi sur l'instruction à l'école, l'instruction en famille, pardon, elle sera, je pense, rejetée car le choix de l'instruction est inscrit dans la Constitution. Les sénateurs vont profiter du rejet de cette proposition de loi pour faire une petite modification en douce afin de compliquer la vie de ceux qui ont choisi ce mode d'instruction.
a dit que c'est protégé constitutionnellement. Oui, c'est constitutionnel et elle a raison. Je me suis souvent protégée dans ces 8 années où j'ai été harcelée par l'inspecteur qui était chargé du contrôle de l'instruction en famille me concernant, parce que là j'ai vécu les harcèlements les plus délirants et j'ai écrit sur cette question, donc s'il fallait le prouver, j'ai chez moi ce qu'il faut pour montrer ce que j'ai enduré avec l'éducation nationale en tant que mère scolarisant ses enfants à la maison. Effectivement, la défense que j'ai systématiquement pu mettre en œuvre et qui m'a fait gagner systématiquement, c'est la Constitution française. Donc pour l'instant on en est là. Je ne veux pas moi tracer de plan sur la comète concernant cette proposition des sénateurs UMP. Je veux simplement souligner qu'on n'a pas affaire qu'à des socialistes dans la lutte qui se mène actuellement, qui est une véritable guerre contre la famille. Il y a aussi de l'UMP bien agissant. Voilà, on nous dit, alors ça c'est Radeus, question pour Mme Melgoul. Pensez-vous que notre société tende à viser à créer une culture déboussolant nos enfants? Dans quel sens? De quel genre humain veulent-ils créer nos élites politiques? En fait, c'est un peu la question, voilà, c'est un peu la question qu'on se posait tout à l'heure, espèce de quel homme nouveau? Un Kleenex. Un Kleenex, ouais. Un Kleenex sexuel, un Kleenex. Je prends, j'utilise, je jette. Comme les machines qui nous font acheter en ce moment, elles ont une longévité de plus en plus courte et on nous habitue à jeter ce qui au préalable était réparé 10-15 fois et pouvait avoir une longévité extraordinaire. Donc les hommes vont être traités comme des machines, c'est-à-dire qu'on va les formater et les concevoir institutionnellement de façon à ce que leur longévité soit la plus courte possible. Une durée de vie durant laquelle ils seront mis au service d'un certain nombre de cinglés plein de fric et après poubelle. Parce que, alors, est-ce qu'il y a justement derrière justement ce projet finalement, est-ce que c'est pas les prémices d'une marchandisation totale de l'être humain à terme? C'est-à-dire là on nous prépare les esprits un peu on va dire de nous dépouiller de ce qui nous caractérisait de notre humanité qui était vraiment profondément ancrée, pour qu'il ne reste plus rien et finalement qu'on devienne une marchandise vraiment totale, quoi. Oui, vraiment. Parce que ça, c'est le grand danger de... Et puis, en tant que marchandise, il faut préciser qu'on est totalement détaché de toute transcendance, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune issue. L'esclave enchaîné du 19e siècle, par exemple, il avait sa foi intérieure qui lui permettait de s'évader. Il y a de nombreux récits qui le montrent. Et cette foi intérieure qui lui permettait de s'évader a fini par lui permettre de s'évader réellement. Je veux dire matériellement. Parce que justement, il a trouvé en lui cette force qui lui a permis de se lever et de faire éclater ses chaînes, de les briser. Là, on va se retrouver dans une situation où coupé du ciel, coupé de la terre, coupé de son sexe, coupé de ses maîtres et coupé de ses parents et de ses ancêtres, on n'aura même pas connaissance et conscience de son esclavagisme. Donc, n'en ayant même pas conscience, on n'aura pas évidemment de velléité pour se libérer de quelque chose qui ne sera même pas perçu. C'est comme l'Union européenne, quoi. Ils nous l'imposent contre nous. Je vois qu'il y a un autre livre, celui-là on l'a pas vu, il a l'air assez équivoque à la couverture. Alors non, là c'est la Fondation Jérôme Lejeune que je conseille, puisqu'elle elle a produit ce petit décryptage des manuels de première sur la théorie du genre en SVT. Ouais. Et c'est un manuel qui montre bien avant mon action, en effet, que des gens ont travaillé pour déceler la présence de la théorie du genre dans les manuels scolaires. Et en particulier à l'époque de Luc Châtel, je crois que c'était 2011, où il a été intégré dans les programmes et dans les chapitres de première SVT, le chapitre selon lequel on allait étudier une séquence, puisqu'on parle comme ça maintenant, une séquence qui s'intitulait et qui s'intitule « Devenir homme ou femme ». Ça sonne comment à votre oreille? Un chapitre intitulé en SVT « Devenir homme ou femme ». Ça sonne théorie du genre. Ouais, parce que c'est ce qui justement définit les études de genre, c'est que on ne naît pas femme, on ne naît pas homme, on le devient.
Et puisqu'on le devient, on accuse la société d'être porteuse de stéréotypes qui nous dominent et nous contraignent à être ce que individuellement, librement, on n'aurait peut-être pas choisi d'être. C'est complètement délirant. Hein. Ouais. C'est complètement délirant. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va se mettre à discuter avec des enfants de primaire sur ça te plaît d'être un petit garçon? Une question totalement aberrante. Imaginez-vous que je demande à ce mur si ça lui convient d'être un mur. Non mais on est vraiment tombé dans une situation qui est inextricable et qui le sera de plus en plus si nous ne parvenons pas avec les JRE notamment à dégager cette idéologie mortifère des programmes scolaires et de faire en sorte que sous toutes ses formes, la théorie du genre soit dégagée de l'école et qu'on interdise à des intervenants, je suis obligée de le dire, LGBT, de pénétrer dans les classes pour faire leur propagande. Ce n'est pas admissible à des familles, quelle que soit leur identité religieuse ou raciale ou culturelle plutôt. Il y a beaucoup de parents athées qui ne peuvent pas l'admettre. Ce n'est pas la peine d'en faire une histoire qui mobilise prioritairement et quantitativement des hommes et des femmes de foi. Les hommes et des femmes de foi sont sans doute très sensibles à la question parce que pour eux c'est une hérésie et je partage cet avis, mais vous avez aussi des athées qui ne peuvent pas concevoir qu'on dise à leur petite fille qui est en train de grandir: est-ce que tu te sens bien dans ta peau de petite fille ou est-ce que tu dois te sentir autre chose et par exemple un garçon, ou alors même ne pas avoir de sexe du tout et d'adopter une identité et une identité sexuelle neutre et une orientation sexuelle perverse polymorphe, parce que c'est les mots, hein. C'est-à-dire la partouze, quoi. Perverse polymorphe. Et qu'on ne dise plus « Ah, cette princesse est tombée amoureuse de son prince », on dira « Ah, cette princesse, d'abord, elle n'existe pas, et elle vit un polyamour », c'est-à-dire qu'elle aime plusieurs mecs à la fois. Est-ce que c'est le bonheur qu'on propose à nos enfants? La polygamie des femmes et des hommes, avec tout ce qu'on nous a pondu comme discours scandalisé par la polygamie proposée par les religions traditionnelles, notamment l'islam, qui est en fait, quand on le regarde de près, en étudiant le Coran notamment, une impossibilité dans bien des cas, si ce n'est dans tous les cas. Là, c'est autorisé par le Vincent Payon, qui n'est pas un prophète, si je ne m'abuse. Alors, il y a une question, alors je vais la poser parce que c'est depuis tout à l'heure Rafio qui demande, qui pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas assez soutenues dans les comités de GRE. Ah ben ça c'est normal, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Nous quand on est parti, on s'est dit on va faire des comités pour la bonne raison qu'on imaginait qu'on en créerait 2 ou 3 dans toute la France pour le premier mois et qu'on médiatiserait ce qui s'est passé dans ces 2 ou 3 comités et qu'à partir de là, on amplifierait le mouvement en s'adaptant justement progressivement à son élargissement parce qu'on y croyait. On s'est retrouvé dans une situation qui nous a totalement dépassés. C'est qu'en l'espace de 15 jours, on avait 40 comités. C'est-à-dire que ça représente 400 mails sur ma boîte, 400 mails sur la boîte de ma collaboratrice par jour, 300 SMS et un téléphone qui ne raccroche plus. Donc, parallèlement, le lynchage de nos amis du gouvernement, mettez-vous à notre place, on était 3. On était 3, on est parti à 3. Non, mais ça démontre qu'il y avait vraiment, donc, vous avez quand même déclenché une espèce de vague, quoi. Oui, moi je pense qu'on a rencontré une inquiétude qui nous précédait, oui, qui nous préexistait. Oui, vous avez appuyé sur le bouton et tout s'est déclenché, mais elle était déjà évidemment... Voilà. Bah oui, parce que sinon, on n'aurait pas rencontré cette audience-là. C'est plutôt encourageant quand même. Oui. Oui, mais là, ce qui se passe et qui m'inquiète, même si j'ai bien l'intention de lever une seconde ligne, comme on dit en termes militaires, ce qui m'inquiète et qui m'a affecté, c'est les souffrances qui ont été infligées aux familles pour les conduire, à force de harcèlement, à laisser tomber cette journée de retrait et à faire peur aux autres qui auraient pu se joindre à eux pour le deuxième mois. Mais je crois qu'on peut dire finalement que Vincent Payon
et le porte-parole du gouvernement Belkacem a perdu la partie. Et pour la bonne raison que ça m'a totalement dépassé. Donc si cela m'a totalement dépassé, c'est bien la preuve que Vincent Peillon et Najat Belkacem ont perdu la partie et que cette partie va être perdue définitivement bientôt. À moins de vous mettre à nous tirer dessus, ce qui nous fera passer alors comme en Allemagne, ils vont mettre en prison les parents. Dans une autre société que vous prétendez défendre en France et à l'étranger. Ouais, parce que c'est ça, à la fin, il n'y aura plus de solution, parce qu'ils vont devenir violents avec les parents, je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Parce que si ça prend de l'ampleur, et je pense que ça va prendre de l'ampleur, parce que, on le sait, les polémiques, eux déclenchent des polémiques, mais le peuple ne réagit pas forcément dans le sens de ce que veut la doxa. Et là, les gens ont pris votre parti, on voit bien que c'est en train de prendre de l'ampleur. Si demain, imaginons, je ne sais pas, la prochaine journée de mobilisation, vous êtes, je ne sais pas, 60% sur toute la France, mais ça va être... Ils vont encore plus trembler, le système va trembler sur ses bases, quoi. On nous dit d'ailleurs, voilà, Fadrida, sans parler du météorite qui tomberait sur le Parlement, vous attendez à une intercession divine et sous quelle forme? Pardon? On nous dit, Farida, sans parler d'une météorite qui tomberait sur le Parlement, vous attendez-vous à une intercession divine et sous quelle forme? Elle a déjà eu lieu, c'est le SMS que je n'ai pas envoyé, qui a circulé et mobilisé aux 3/4 les JRE. L'intercession divine, elle a déjà eu lieu sous la forme d'un SMS mystérieux. Enfin, pas mystérieux dans le sens où on en avait le contenu, mais dont l'auteur restera secret et connu de Dieu seul ou de son petit milieu qui l'entoure. Bravo à l'auteur du SMS, bravo. Alors j'ai une dernière question, parce que là l'heure avance. Alors il y a Ozzy qui nous dit, mais qui peut être derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des forces occultes un peu plus... Est-ce que justement, Belkacem et Peillon ne sont pas un peu les marionnettes de quelques gens? Oui, on sait, les élus maintenant sont tous les marionnettes de forces qu'on ne connaît pas. Alors comme on ne les connaît pas, on ne va pas trop en parler ici. Parce que moi ce que je veux c'est mobiliser, c'est pas augmenter la peur. Moi je pense que nul n'est invincible. Donc nous avons affaire apparemment à des êtres humains. C'est ces êtres humains aujourd'hui qui nous lynchent, les parents et moi. Et c'est vers ces êtres humains que nous nous adressons lorsque nous montons la journée de retrait et qui seront intermédiaires ou pas, à un moment donné bien obligés de se rendre compte que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Alors une dernière question, on nous demande est-ce qu'il y aura des mobilisations, une manifestation en prévision? Non, mais j'ai l'intention de proposer quelque chose d'original qui ne sera pas une manifestation. Je ne veux pas, je le répète et j'en profite là, que des gens manifestent au nom des JRE dans la rue. Ce sera exclu, à moins que je change d'avis, parce que la situation nous conduira à changer d'avis. Je ne souhaite pas mettre les gens dans la rue parce que c'est trop dangereux pour eux et que de toute façon ça ne sert à rien. L'expérience de la manif pour tous est bien là pour le prouver. D'ailleurs à ce propos de la manif pour tous, je dois déplorer que sa présidente Ludovine de la Rochère ne nous soutient pas et a déclaré elle aussi que la théorie du genre n'existait pas. Ce qui n'est pas l'opinion d'une grande partie de sa base qui effectivement est très intéressée par les JRE et qui de moins en moins comprend pourquoi à la tête de la manif pour tous aujourd'hui on est complice du discours de Vincent Peillon. C'est quelque chose que je ne m'explique pas mais que j'ai voulu signaler aujourd'hui et que je déplore absolument dans la mesure où c'est la manif pour tous qui m'a enthousiasmé et laissé croire qu'en France, une solution de mobilisation pour la victoire était possible. Et je dois déplorer désormais, pour avoir rencontré Ludovine de la Rochère, que celle-ci, pour des raisons mystérieuses, que je ne m'explique pas encore, ne soutient pas les JRE et ne soutient pas la thèse qui est la nôtre, à savoir que la théorie du genre, l'idéologie du genre est bien sournoisement installée dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge. Je le regrette, Ludovine, et je souhaite, et je vous appelle, à l'occasion de cette émission, de changer d'avis, de reprendre votre courage à deux mains et de vous associer à ce combat clairement, car aujourd'hui, la France a besoin de la mobilisation de la manif pour tous, pas seulement celle des JRE, pour permettre aux parents de
reprendre le contrôle de leurs enfants, contrôle sans lequel il n'y aura plus de France. Ah ben voilà. Au moins les choses sont claires. Je pense que le message est passé. Ce soir, vous étiez très nombreux. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, je suis désolé. Donc voilà, en tout cas, on remercie tous les gens qui étaient sur le chat, hein, les habituels, les Jaco Jacques, Malabas, Verbal Kif, Nasrallah Panragon, le Félin. Alors il y a plein de nouveaux, certainement, Paquito, parents responsables, V de Croix, MAF, Firouz, Pipo, Fayot 53, Ozzy, etc., Criolaire Virus, etc., etc. Il y a pas mal de nouveaux qui se sont inscrits, je pense, parce qu'ils voulaient absolument pouvoir vous poser votre question. Ce qui est bon signe. Et ce qui est très bon signe. De toute façon, je vous le promets, vous êtes ici chez vous, vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est avec un très grand plaisir. Merci. Voilà, donc merci d'être venu. Vive les médias alternatifs. Libre et indépendant. Libre et indépendant. Voilà, je pense que nous sommes aussi l'avenir des médias. Voilà, donc merci de nous avoir suivis, à vous tous qui étiez là sur le chat et ailleurs, hein, puisque vous nous regardez de partout, hein, de France, mais aussi de Belgique, de Suisse, du Canada, du Maghreb. On sait que vous êtes très nombreux. Donc voilà, merci à tous. On se retrouve lundi à 21 h. Ce sera avec Pierre Jovanovic. Voilà, donc on va continuer aussi. Hein, on va encore râler un peu, je pense, lundi avec Pierre, cette fois un peu plus sur les banques, en tout cas, et sur la finance. Et voilà, ça continue. Le week-end sur Meta TV, à partir, vous savez, ce soir, là, on va vous diffuser un reportage sur la Norvège, où justement, ils sont revenus de la théorie du genre. Hein. Oui, ça a été une très grande nouvelle qui prouve qu'on peut gagner. En Espagne aussi, il y a eu des heures de retrait, de cours qui étaient des cours de théorie du genre. Des parents ont retiré, refusant que leurs enfants assistent à ce type de cours, et ils ont gagné aussi. Donc voilà. Bon ça donne bon espoir. En tout cas, voilà, la Norvège, où ils font marche arrière, évidemment, à contrario de la Suède, où on interdit aux hommes de pisser debout. Voilà. C'est vrai, ça aussi. Ah bah on a l'image de ça, effectivement, c'est tout à fait vrai. Enfin, ils ont tenté ils ont tenté de mettre une loi. Voilà. Très bien. Alors pour conclure, moi je vais vous dire une chose, parce que ça m'y fait penser. Lors de la JRE de l'Île-de-France, on était réunis, comme je vous le disais, dans une salle où j'ai donc laissé parler des parents après mon allocution pour avoir des témoignages. Et un père qui était venu tout seul parce que divorcé, il n'avait pas l'enfant lui parce qu'il était avec sa maman, nous a expliqué que lorsqu'il prenait un week-end sur 2 sa fille à la maison, elle faisait pipi debout, à 4 ans. Donc la théorie du genre, elle est bien installée à l'école. Ouais.